Salutations, voilà une vidéo pour attirer l'attention des agriculteurs au sujet de faits juridiques qui les concernent et qui n'ont pas encore été relevés. N'étant pas agriculteur, je ne m'occupe certes pas ici directement de mes affaires. Cette affaire, en l'occurrence, étant une affaire qui les concerne eux directement, ainsi que leur statut d'agriculteur. Un statut impliquant des droits et des obligations spécifiques. En tant que citoyen, je suis toutefois concerné par ces événements. Et à ce titre, j'apporte ici ma pierre à l'édifice de la défense des droits citoyens. Les propos qui suivront ne constituent pas un conseil juridique, ni même un avis, seulement un rappel de certains principes fondamentaux du droit qui vous concernent. Pour illustrer mon propos, je commencerai par un dicton issu de la ruralité. C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses. Même si vous êtes en ce moment confronté à une situation d'urgence et d'immédiateté, gardez en tête cet adage jusqu'au bout. Car le temps de la justice et du droit est toujours plus long que le temps administratif ou politico-médiatique. Les actions plus radicales ne devraient être employées que lorsque tous les recours ont été épuisés, que le droit des citoyens et la justice sont définitivement bafoués. Comme les agriculteurs l'expérimentent actuellement, l'administration a accès à des prérogatives très contraignantes et manifeste une grande froideur dans le principe du respect de la réglementation. Et tout cela encore plus dans un contexte de crise sanitaire, qui implique donc des pouvoirs de police sanitaire, soit une extension de ce pouvoir de contrainte par l'État. C'est tout ce poids que subissent et expérimentent actuellement les agriculteurs. L'agriculteur a certes des devoirs dans le cadre d'une crise sanitaire, en tant qu'acteur de la gestion du risque. Son statut implique un certain nombre de contraintes, mais cet état de fait n'éteint pas ses droits. Ses droits subsistent, et face à une politique irraisonnée, son devoir citoyen est de se battre pour les faire valoir et reconnaître. Rappelons une chose, en dehors des actions sur le terrain, ce qui doit subsister à la fin, c'est bien la justice. Et cela implique un principe important, la reconnaissance d'un préjudice que vous avez subi, du fait de l'action de l'État et de son administration. Ceci est absolument essentiel à comprendre, car ce n'est pas qu'une parole, c'est un fait, et le début d'un processus de réparation. Rappelons que les indemnités de compensation ne constituent pas des dommages-intérêts, car elles n'impliquent pas la reconnaissance d'une faute de l'État. L'indemnisation en question n'étant ici qu'une compensation forfaitaire et plafonnée. Les dommages et intérêts, quant à eux, impliqueraient la réparation intégrale du préjudice subi. Notons que les deux peuvent se cumuler. L'acceptation de l'indemnité de compensation n'empêche donc pas l'obtention ultérieure de dommages-intérêts. Les dommages-intérêts ne concernent pas seulement la valeur monétaire estimée du cheptel, mais également toutes les pertes futures et potentielles subies par l'exploitation, le préjudice moral et tout autre préjudice éventuel découlant de l'acte de dépeuplement. Leur montant est donc bien plus élevé que celui des simples indemnisations. Voilà pourquoi l'on parle de réparation intégrale. Vous comprendrez ici que l'État a tout intérêt à s'en tenir à une compensation forfaitaire, donc sans faute pour lui. Dans le cas de l'indemnité, la faute n'est pas établie, mais l'État reconnaît une compensation par solidarité. Il s'agit d'un régime de compensation plutôt que d'une responsabilité réelle. Dans le cas du dommage-intérêt, la responsabilité pleine et entière de l'État est engagée, et cette charge repose sur lui. De simples sujets d'un régime de compensation, vous devenez créancier de plein droit, c'est-à-dire que l'État vous doit désormais quelque chose, parce que vous avez vous-même établi le préjudice réel. C'est ici que vous voulez être. Mais pour occuper cette place, comment faire, me demanderez-vous? Il vous faut d'abord démontrer l'existence de la faute de l'État et de l'administration, et cela passe par une argumentation reposant sur les faits.
Ici, la réalité des faits, notamment des faits d'ordre scientifique, des faits concernant l'efficacité des mesures employées, constitue l'enjeu essentiel. Vous n'avez pas besoin d'aller au tribunal ou d'avoir recours à un avocat pour commencer, dès maintenant, à établir les faits et la réalité qui vous concernent. Le processus commence dès maintenant et s'établit à travers lettres recommandées, mise en demeure, demande administrative, déclaration sur l'honneur, éventuellement reçue par acte notarié. Le problème juridique qui vous concerne est le suivant. En amont de l'arrêté préfectoral, la proposition d'une mesure de dépeuplement, en l'occurrence totale, est soumise au préfet, suite à appréciation de la direction départementale de la protection des populations. La direction départementale de la protection des populations n'est pas habilitée à fournir une expertise scientifique. Elle fait uniquement reposer sa proposition sur un cadre préétabli et interprété par elle, ce qui peut supposer une surinterprétation ou autre biais interprétatif. Il ne s'agit donc pas d'une proposition reposant sur l'arbitraire, mais bien sur un cadre censé porter sur des références d'ordre scientifique. Cela étant dit, la proposition de dépeuplement total ne reposant pas directement sur une expertise scientifique, mais uniquement sur une appréciation administrative. Il est légitime d'en réclamer la justification. Comment la direction départementale de la protection des populations justifie-t-elle scientifiquement la nécessité d'un dépeuplement total des cheptels, alors que ces mesures extrêmes n'ont pas été prises ailleurs dans l'Union européenne, notamment en Italie, où seuls des abattages partiels ont eu lieu? Par ailleurs, un document de travail scientifique partagé mentionne des publications scientifiques récentes et intéressantes concernant la gestion des épidémies de DNC. Je cite, « L'abattage total serait efficace si la maladie était notifiée à temps, mais la période d'incubation peut rendre cette mesure inefficace, car il est difficile d'identifier tous les animaux infectés. L'abattage total devrait être discuté à la lumière des conséquences à long terme pour les moyens de subsistance des agriculteurs, l'économie et la durabilité, ainsi que la perception du public. L'abattage de tous les animaux sensibles qui ont été exposés à l'infection, ou au moins ceux présentant des signes cliniques, est une mesure de contrôle de la maladie généralement recommandée. La lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse repose sur la lutte contre les insectes, la vaccination et les restrictions sur les mouvements d'animaux, pas l'abattage. Lors de l'épidémie de 2016-2017 en Hongrie, aucun abattage n'a été effectué et le groupe d'experts a donné les raisons suivantes. Cette mesure s'était avérée inefficace dans d'autres États membres. La maladie n'est généralement pas mortelle, 1 à 5%. Il n'y avait pas de porteurs sains. Cela aurait causé des dommages économiques inutiles aux propriétaires d'animaux et l'opinion publique était opposée à l'abattage. Et voici une autre référence issue d'un manuel de pratique vétérinaire publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Sans indemnisation rapide et suffisante, les éleveurs de bovins risquent de s'opposer à l'abattage de leurs animaux, ce qui entraînera une diminution des signalements et la propagation de la maladie par le biais de mouvements illégaux d'animaux infectés. L'impact à long terme de l'abattage sanitaire sur les moyens de subsistance des agriculteurs, la perception du public et l'implication des médias doit être prise en compte dans toute décision. Face à ces faits scientifiques déjà établis dans des publications notoires, reposant sur les faits scientifiques et l'orientation des bonnes pratiques en cas de crise, comment la direction départementale de la protection des populations et la ministre de l'Agriculture pourraient-ils justifier scientifiquement la nécessité du dépeuplement total? Peuvent-ils la prouver sur des bases scientifiques réelles,
sans surinterprétation administrative ou hors contextualisation? Et pourrait-il infirmer les publications officielles déjà établies sur le sujet par les spécialistes? Tout cela alors que les droits de l'agriculteur impliquent le principe de proportionnalité, à savoir que la mesure doit être adaptée et proportionnée aux risques réels. D'autres faits d'ordre scientifique ou technique peuvent également être trouvés et rapportés par d'autres citoyens compétents et particulièrement informés dans leur domaine d'expertise. En corollaire de ces points fondamentaux, rappelons que dans la foulée des événements administratifs, d'autres recours de type suspensif auprès du juge administratif peuvent également venir en soutien afin d'éviter les échéances dramatiques. Cela avant même toute reconnaissance définitive de l'injustice subie.